Bienvenue sur Eventcheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck et votre hôte sur ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Eventcheck. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un acteur leader du marché, Ideal Meeting and Events, et c'est Yanis qui nous fait la joie d'être présente. Elle est aujourd'hui directrice générale adjointe d'Ideal Meeting and Events et on va découvrir ensemble tous les secrets de son entreprise, mais aussi de son parcours. Bienvenue Yanis. Merci Clémence, bonjour, oui, et toi? Super. Prête? Eh ben oui. Ouais, à plonger avec moi? Ouais, complètement prête à quelques jours des JO. C'est parti, c'est le feu. Du coup, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours, parce que je sais que toi, tu as été aussi commercial groupe et événements avant d'arriver chez Ideal Meeting and Events, et puis tu as eu un parcours riche au sein de cette entreprise. Donc, on est curieux de savoir un petit peu tout ce que tu as vécu. Eh ben, avec plaisir. Moi, déjà, j'aime bien raconter d'où je viens. Donc, je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait mes études à Nancy. J'ai fait lycée Business School à Nancy. Et puis, comme la plupart de mes copains de l'époque, j'étais un peu perdue sur ce que j'allais faire après l'école parce que tellement parcours générique, voilà. Donc, j'ai atterri dans la finance. D'accord. Donc, rien à voir avec mon parcours d'aujourd'hui. J'ai passé 2 ans au Luxembourg, mais ça m'a permis de comprendre les rouages financiers et même de la gestion d'entreprise. Et ensuite, j'ai rejoint en fait Ideal Meetings and Events, qui à l'époque s'appelait Ideal Gourmet, en 2015, en janvier 2015. Et pour la petite histoire, c'est ma meilleure amie qui était en stage dans cette entreprise qui m'a dit: «Mais viens, ça te colle à la peau, c'est un secteur qui te correspond, donc viens tenter l'expérience». Donc je suis arrivée dans ce monde-là sans véritablement le connaître, puisque j'avais un peu touché du doigt en stage, dans notamment dans le groupe Sheraton, mais vraiment un stage très rapide. Donc je méconnaissais complètement ce secteur, et donc j'ai démarré ma carrière chez Ideal Meetings and Events au poste de chef de projet, qu'on appelle aujourd'hui chez nous conseiller événementiel, et où j'ai appris le métier, donc découvrir les lieux, les prestataires d'activités team building, etc. C'était la partie super sympa du job parce que tu vas tester, découvrir. Ça demande beaucoup d'énergie parce que 3 soirs et par semaine, on était mobilisés à découvrir. On appelait ça les visites de quartier. Donc, tu vas dans un arrondissement de Paris, tu découvres tout. Donc voilà. Donc j'ai commencé par là, et puis derrière, donc j'ai rencontré notre président actuel, Yoann Métayer-Claret, qui était à l'époque mon directeur commercial, et qui m'a fait grandir en même temps que l'entreprise a grandi. Et donc de chef de projet, je suis passée responsable des ventes, puis directrice des opérations, et enfin directrice générale adjointe depuis 2 ans, pour mon plus grand plaisir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment été sur plein de strates de l'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu trouves qu'en termes de vision et de management, ça t'apporte beaucoup au quotidien d'avoir toutes ces couches? Alors complètement. La première raison, c'est que alors pour autant, je suis pas convaincue qu'un bon manager ou un bon leader doit forcément maîtriser le métier. Mais moi, en tout cas, à titre très personnel, ça m'a enrichi dans le sens où quand j'échange avec aujourd'hui les collaborateurs d'IME, il y a un vrai lien qui se crée parce que je suis passée par là où ils sont passés, même si, et on en reparlera peut-être après, le métier aujourd'hui de conseiller événementiel n'est absolument est assez différent de celui que moi j'ai connu il y a 10 ans. Tu peux nous expliquer pourquoi maintenant, hein, si tu veux, c'est intéressant. Déjà d'une part parce que le marché a pas mal évolué. 2015, pour rappel, on va parler de choses pas très sympas, mais 2015, moi je reviens à Paris, j'arrive chez IME, on a donc les attentats de janvier et de novembre qui impactent fortement notre secteur. 3 ans et demi après, on a la crise des gilets jaunes. Puis quelques mois après, la crise Covid. Donc en réalité, le marché, déjà de par l'écosystème, enfin de par l'environnement en dehors de notre marché, est fortement impacté. Et en parallèle de ça,
2015, Idéal Gourmet à l'époque, c'est l'agence sans frais d'agence. On vient de disrupter le marché, on a peu de concurrence. Et 2016-2017 arrive ce qu'on appelle des pure players, et où là ils viennent perturber un peu l'écosystème MICE, donc Meeting, Incentive, Congress et Events. Et donc le métier que moi j'ai appris en 2015 a évolué parce qu'on a vu la digitalisation arriver, parce qu'on a vu beaucoup d'intermédiation arriver aussi. Donc voilà, c'est pour ça Les cartes du jeu ont changé en fait. Ce qui a complètement. fait que le métier a évolué. Ok. Et quand il y a quelques années, on était très orienté entreprise. Nous, on a vraiment, à la suite de ces crises-là, pris aussi la conscience de l'importance du rôle qu'on avait à jouer vis-à-vis du marché et donc des acteurs. Quand je parle d'acteurs, c'est principalement tout ce qui va être prestataires, lieux, restaurants, traiteurs qui, eux, ont été directement impactés. Pour la petite anecdote, j'ai un souvenir marquant, ma première année chez Idéal, où on était au téléphone avec les restaurateurs en leur disant: «Mais si tu vas appliquer des frais d'annulation parce que sinon tu vas couler». Alors qu'on était dans une période tendue parce que compliquée, quoi. Oui, bien sûr. Ça, par contre, on va en reparler de votre rôle auprès de vos partenaires. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'avec Yanis, on va utiliser 2 mots. Partenaires, ce sont les lieux avec lesquels ou les prestataires avec lesquels travaillent Ideal Meeting and Events quand ils organisent un événement. Et ensuite, ils ont leurs organisateurs qui sont vraiment les marques, les entreprises, toutes les organisations qui vont faire appel à leurs services pour organiser leur événement. Comme ça, on a un Parfait. vocabulaire et on s'y tient. Du coup, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu c'est quoi Ideal Meeting and Events pour ceux qui le découvrent aujourd'hui ou qui le redécouvrent? Alors, Ideal Meetings and Events aujourd'hui, c'est 20 ans déjà. On fête nos 20 ans en 2024, puisqu'on a été créé en 2004. Aujourd'hui, on se positionne vraiment en courtier de l'événementiel. On y reviendra hein, si besoin de préciser. Courtier de l'événementiel qui va vraiment faciliter l'expérience des services achats et des organisateurs d'événements côté marque, si je reprends tes mots, mais aussi des prestataires du marché. On intervient vraiment sur toute la partie conseil, recherche et réservation de prestations, au nom et pour le compte de nos clients. Donc, on agit en tant que courtier mandataire. On pourra revenir sur ces sujets-là qui sont importants, mais voilà. Donc, c'est vraiment notre positionnement aujourd'hui là-dessus. Donc, on est tiers de confiance, si tu veux. Si on imageait la chose, c'est un peu les marques, les prestataires et Ideal Meetings and Events entre les deux ou avec les deux pour faire en sorte que l'écosystème fonctionne bien en défendant les intérêts de chaque partie, en fait. Ok. Du coup, c'est peut-être intéressant à ce moment-là que tu nous expliques la différence entre vous et une agence, par exemple, entre une agence événementielle et Ideal Meeting and Events. Alors, ce que j'aime bien raconter, c'est que on pourrait tout à fait travailler avec des agences événementielles, nous. Ok. Dans le sens où une agence événementielle, déjà, essayons de définir, parce que c'est toujours compliqué là-dessus. L'agence événementielle, Ouais, il y a beaucoup de types d'agences événementielles. Exactement. L'agence événementielle, encore une fois, c'est de ma fenêtre. On y range, en tout cas, dans cette famille-là, tout ce qui va être agence logistique, agence de contenu et même parfois agence de communication. On est sur un événement, si on prend un événement où on va avoir un fil conducteur, un fil rouge et où l'entreprise, donc la marque, fait appel à cette agence événementielle pour une vraie valeur ajoutée qui est de promouvoir quelque chose au niveau de la marque, d'apporter un savoir-faire sur la marque. Et donc, on va se retrouver sur des événements dits complexes, un peu plus complexes. Chose qui est Ideal Meetings and Events, ce n'est pas. Nous, on vient en fait vraiment sur la première brique. C'est, on répond au côté organisateur à la question où est-ce que j'ai envie d'organiser cet événement-là. Donc peut-être si on veut illustrer concrètement, par exemple, l'agence va aider la marque à créer un cahier des charges pour son événement, et vous allez recevoir ce cahier des charges et vous allez pouvoir traiter ce cahier des charges
en faisant une proposition de partenaire, de lieu, de prestataire, et cetera. Est-ce Exactement. que Ouais, c'est ça. Et je dirais qu'il est important quand même de préciser que certaines agences événementielles Mmh. ont en leur sein, le métier de venue finder que nous, on a aussi. C'est juste que fonction de la taille des événements, ça va les je grossis, hein, j'essaie de parler grossièrement, mais ça va les arranger ou non, d'accompagner, leurs clients sur cette typologie, d'événements. Il y a un élément quand même, Clémence, essentiel, c'est de Oui, je parlais d'événements complexes, heu, le segment sur lequel se positionne Ideal Meetings and Events, c'est ce qu'on appelle communément le small meetings. OK. C'est, heu, du séminaire, Mmh. avec ou sans hébergement, c'est de la journée de travail, c'est du dîner d'affaires, du déjeuner d'affaires, c'est de la soirée d'entreprise, mais vraiment simple. Mmh. Dès lors qu'on va, vraiment ajouter cette notion de fil rouge et cetera, là, on est plus sur de l'agence event. D'accord et d'ailleurs, du coup, ça vous arrive de dire à un client: «Ça, c'est pas nous». Complètement. Ouais et on vous et de les renvoyer vers, les bons acteurs, quoi? Ouais. Exactement. C'est de plus en plus rare parce qu'on arrive de mieux en mieux Oui, les à gens savent ce qu'ils viennent chercher chez vous. c'est ça. Et puis on voit aussi, je suis certaine que tu reviendras là-dessus après, mais on voit aussi, les entreprises, donc les marques, se structurer au niveau de notre marché et bien commencer à bien comprendre notre marché qui était encore méconnu il y a quelques années et de bien situer. Souvent, ils ont une agence événementielle référencée, un venue finder dans lequel ils mettent un peu tout parce qu'ils mettent aussi les plateformes et cetera. Mais les 2 choses sont bien distinctes et ils ont un process clair chez eux qui dit: quand vous avez cette typologie d'événement, c'est votre agence événementielle. Cette typologie, c'est, votre partenaire venue finder et on va même plus loin, si vous avez cette typologie-là, c'est de l'agence de voyage. Tu vois? Mmh. Donc ça scinde bien. OK, intéressant. Donc ça, c'est tu dirais au niveau, de la gestion des centrales d'achat, des entreprises et cetera, ils sont plus matures aujourd'hui sur, les différents acteurs, du marché de l'événementiel? C'est de plus en plus, mature et tu as utilisé un mot qui est très intéressant, c'est centrale d'achat. Oui? Pour le coup, Ideal Meetings and Events, c'est la centrale d'achat du small meetings pour les entreprises. OK. Et il y a vraiment, je te parle de Venue Finder, mais il y a vraiment cette notion de centralisation, Mmh. avec cette notion derrière qui en découle de, pilotage de la dépense MICE, rationalisation pour les entreprises clientes des codes fournisseurs. Mais tout ça, je crois qu'on y revient un peu après. Tout à fait. On va dérouler un petit peu, ce comment vous accompagnez justement ces marques, plus concrètement. Et du coup, donc là, on a bien compris la différence avec l'agence. Il y a un autre acteur sur le marché qui n'est pas tout à fait ce que vous faites. C'est quoi la différence avec un apporteur d'affaires, une marketplace, Cactus, 1001 salles, Aller où, j'en passe et des meilleurs? En réalité, on a cette brique venue en fait, quand je te parlais tout à l'heure de l'arrivée de pure players sur le marché, c'est précisément de De ces acteurs-là dont ces on parle? confrères et copains dont je parle. En fait, le métier de venue finder initialement, c'est un conseiller événementiel, chef de projet, peu importe comment on l'appelle, qui va qualifier un brief simple et qui va derrière aller faire des recherches pour proposer le meilleur prestataire à son client organisateur. Ça, c'était uniquement et seulement fait par l'humain Oui. avant les années 2015-2016. Et puis sont arrivés des pure players, et tu les as cités, avec des solutions digitales, marketplace, qui permettaient en fait de squeezer cette partie, qui donnait en fait la recherche et la sélection directement Disponible. disponible aux clients. Et donc en fait, on est différent de ces copains et confrères-là parce que nous, on a intégré cette notion de marketplace tout en gardant l'humain. Mmh. Parce qu'on est convaincu que dans notre marché et dans notre secteur, l'humain reste la clé. C'est-à-dire que, et on pourra développer, mais il y a autant de desiderata côté client et même côté prestataire que, de solutions et donc de canaux d'arrivée des demandes ou tu vois? C'est important moi je suis convaincue que c'est essentiel d'avoir ce côté humain avec en plus l'expertise qu'on a développée depuis 20 ans qui vient et pour moi la plateforme, la marketplace vient en support de l'humain. À la fois du support de la marque et du client organisateur, mais aussi en support en interne chez nous
Mmh. des équipes de conseillers Chef de événementiels projet. pour faciliter, en fait. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. En fait, les marketplaces à l'époque, pour moi, il faut le voir comme une réelle, possibilité d'augmenter l'humain sur son expertise, son conseil, en disant enfin, la plateforme peut pas te dire, «J'ai été visité, j'ai adoré ça, ça, ça», rentrer dans le détail. Enfin, ils mettent vraiment une notion d'humain. Je te parlais tout à l'heure de mes visites de quartier de l'époque, je m'en souviens encore, c'est des choses qui marquent. Donc c'est comme ça que tu peux Et vous embarquer. faites toujours ce genre de choses? Vous faites toujours un peu Complètement. des Ouais, ouais. On a pris plein d'autres formats. Maintenant, on a gardé, une forme de visite de quartier. On a, la chance d'être invité par certains de nos partenaires. On organise des tables rondes aussi parce qu'on est convaincus aussi qu'on a un rôle de faire rencontrer les mmh. prestataires entre eux aussi. Mmh. Mais, ouais, ouais, non, C'est encore très important dans votre culture d'entreprise de bien connaître, votre catalogue? complètement. Ouais. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que si vous allez, chers auditeurs, sur, le site, d'Ideal Meeting and Events, vous ne verrez pas de catalogue en ligne, puisqu'il faut d'abord que la marque envoie, son brief pour pouvoir être pris en charge et recevoir une proposition, ce qui est à l'inverse, des apporteurs d'affaires, dont on parlait. Mais du coup, je me pose la question, vous avez, un système un peu, pareil de marketplace, de catalogue, mais accessible en interne? Alors, accessible à l'externe à condition d'avoir un accès à notre plateforme. OK, donc c'est un On service que vous proposez à vos marques? complètement. Je te parlais tout à l'heure de multi, canaux d'arrivée. En réalité, aujourd'hui, nous, les demandes, elles arrivent par téléphone, par OK, mail, par OK, formulaire via le site et ouais, aussi via notre plateforme qui s'appelle, IME Finder. Tu vois, on n'a pas été OK. chercher loin non plus, Bah, mais des fois, il faut c'est faire parlant. simple, hein. Exactement. Et donc qui offre un catalogue restreint. On donne pas accès à toute notre base de données d'ailleurs qui nous est propre, mais un catalogue restreint sur les différentes typologies qu'on peut proposer en termes d'événements. Alors du coup, je suis curieuse, catalogue restreint en fonction de la marque. Est-ce qu'il y a vous adaptez, j'en sais rien, si c'est, l'accès Orange, l'accès BNP, est-ce que c'est la même liste? Oui, oui. Après, il y a OK. des petites différences, c'est-à-dire que fonction, des accords que peuvent avoir les entreprises en direct, on peut les mettre en avant. On a souvent là, la demande et c'est un véritable enjeu aujourd'hui, global et encore plus sur la partie événementielle, tout ce qui va être, label éco-responsable, démarche RSE, qui Mmh. veut enfin, on Des veut remonter variables, exactement. Voilà et puis on a même possibilité, enfin, s'il y a justement des prestataires qui ne correspondent pas on va dire aux aux desiderata des souhaits. ouais, voilà, Mmh. on peut aussi, Caché, les cacher. OK, et vous pouvez personnaliser, par accès. Complètement. Hyper intéressant. Et du coup, tu me parlais des agences, qui pourraient, travailler avec vous, c'est le cas? Vous avez des agences en client? Alors non, pas en client, on est plus sur de la bonne intelligence et du partenariat. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, quand nous on sait que c'est pas notre cœur de métier, on renvoie vers eux. Et à l'inverse, quand eux savent que pour le client final, ça va pas être intéressant parce que c'est une surcouche et couche de markup et de commission et etc. Ils nous envoient potentiellement en direct certains leads. On s'apporte mutuellement des affaires OK, mais tout le temps en transparence. C'est la raison pour laquelle on ne travaille pas avec toutes les agences événementielles. OK. Parce que ça, c'est un sujet que moi enfin, je pense que tu as vu aussi cette chose évoluer sur le marché. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, on recevait, des appels, récurrents de, Amex, Banque Sadler et cetera, qui justement, avaient, des métiers de venue finder, et on a vu ces activités, disparaître ou être au minimum syndical, et je me disais dans quelle mesure, ces acteurs-là ont recentré leur activité sur la partie, agence, sur le fait d'accompagner un client sur une problématique à travers l'événementiel, et vous utilisent en prestataire, donc pas tout à fait, c'est plus de l'apport d'affaires. C'est pas vous avez pas des contrats, Non, vous êtes, en marque blanche pour, je ne sais qui. honnêtement, moi, c'est assez ma conviction. Je pense que c'est assez complexe et ça le sera à venir. C'est vraiment ma vision des choses, hein. Ouais, ouais, Tout ouais. simplement parce que, il y a un moment donné où chacun va vouloir avoir rétribution et
la première partie qui va être impactée par ça, c'est le client organisateur. Quand je te parle de surcouche et de sandwich de rémunération, on perd en transparence. Donc on n'a pas forcément la volonté d'agir en marque blanche OK. pour le compte d'agence. On préfère jouer la transparence et enfin il y a suffisamment sur le marché pour que ça serve à tout le monde. Donc Mmh. ouais, il y a pas forcément cette volonté-là, en tout cas pour IME. OK. Super. Il y a une petite chose pour comprendre aussi, tu disais que, pour comprendre l'histoire un peu de Ideal Meeting and Events, avant vous étiez Ideal Gourmet? Oui, je t'ai parlé d'Ideal Meeting and Events aujourd'hui en 2024, C'est ça. mais en fait en 2004, Sylvain Carprio, qui est le cofondateur d'Ideal Gourmet de l'époque, a créé Ideal Gourmet, qui était en fait une marque d'invitation gastronomique. On fait souvent le parallèle avec Smartbox, Wonderbox. Oui. Imaginons que tu veuilles offrir à un couple d'amis, par exemple, une invitation pour aller dîner au restaurant à 2 personnes. C'était ça, le business model de départ. Donc clientèle B2C. Et puis, ces clients B2C qui commandaient ces invitations pour aller dans un restaurant, on dit à Sylvain à l'époque, mais pourquoi tu développes pas ça au niveau des entreprises? Parce qu'il y a pas mal de demandes de déjeuner, dîner d'affaires où on n'est pas 2 mais 5, 10 en CODIR, COMEX, on a envie d'aller dîner quelque part. Donc utilise ta base de données restaurant pour cette clientèle-là. Et donc B2B, et puis après du restaurant, on passe au séminaire, du séminaire, on passe à des prestations annexes type team building, et cetera, et cetera. Donc tu vois, ça a tiré le fil comme ça. Donc au départ, Ideal Gourmet, c'est une base de données de restaurateurs partout en France, mais pour de l'invitation gastronomique qu'on a utilisé ensuite pour se développer. Donc Sur l'événementiel. on a une forte expertise restaurant et C'est on a ça. d'ailleurs, depuis 2004 accompagné pas mal de restaurateurs dans le développement de leur activité événementielle. En allant Parce que vous au-delà. aviez besoin, de plus d'acteurs. Exactement. Un restaurant n'est pas qu'un lieu où on va dîner ou déjeuner, ça peut être aussi un lieu, d'événement. Et du coup, des acteurs comme, Business Table qui est devenu Rejolt, et Oui. cetera, ça va être plus frontal avec vous? Ils ont vraiment ce côté aussi, où ils prennent un brief, et ils conseillent sur des établissements? Alors, je suis pas certaine qu'ils aient la brique conseil. Pour le coup, Réjol, a vraiment surfé sur cette notion de digitalisation. Mais Mmh. c'est vrai que c'est celui qui existe depuis presque aussi longtemps que nous à l'époque. Voilà, donc ils ont cette partie restaurant. Mais honnêtement, ouais, non, Ouais, tu sais mais c'est vrai, je consulte en même temps, et je crois qu'ils opèrent un petit virage aussi. Ils font c'est ça. plus que de la restauration. Non, non, Ouais, ils ouais. proposaient aussi. Oui, oui. Ah, tu veux parler de leur catalogue? Ouais, leur catalogue, Non, en c'est un fait, peu élargi. moi je parce qu'alors, évidemment, je reçois plus de demandes, Depuis un de leur moment. part. Et moi, je les vois, très présents en source d'apporteurs sur, des acteurs de la restauration, beaucoup moins sur des acteurs hôteliers ou des acteurs, lieux événementiels. Mais je dis ça vraiment, en toute bienveillance. Je ne connais pas, tous les partenariats de Rejolt, je ne suis pas dans leurs coulisses. Et donc j'avais en tête, et je m'excuse si je fais une bourde, qu'ils étaient, très axés sur, l'événementiel de restauration. En tout cas, enfin, Mais ce qui est ça a peut-être certain, évolué. je pense que ça a évolué à 99%. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, on était sur le même créneau et Ouais, enfin, ils ont vu le jour aussi sur ce volet-là. Ouais, ouais. ouais, effectivement. Je prends une toute petite pause dans cet épisode pour vous parler de quelque chose qui pourrait vraiment changer votre quotidien. Est-ce que vous vous sentez parfois frustré par votre activité groupe et événement? Vous avez l'impression que le potentiel de votre établissement n'est pas pleinement exploité? Ou encore vous vous sentez dépassé par le poids de vos tâches quotidiennes? Si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, alors nos équipes chez Booking Check sont là pour vous accompagner. Notre mission, aider les établissements à structurer et développer leurs services groupe et événements en offrant un écosystème complet, un logiciel de gestion des groupes et des événements, un accompagnement par nos experts et de la formation continue, du contenu enrichissant comme ce podcast, notre blog, la newsletter, des webinars
et bientôt l'accès à la première communauté des commerciaux, groupes et événements en France. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur notre site internet bookingcheck.com et demandez à être appelé. Et maintenant, retour à notre épisode. Et du coup, est-ce que vous, le fait que ces apporteurs d'affaires arrivent, que ça se digitalise un petit peu en termes d'expérience client, donc marque, ça vous a impacté? Parce qu'aujourd'hui sur votre site, comme il n'y a pas de catalogue, etc., et qu'on est vraiment sur la partie brief, côté expérience client, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas sur comment ça vous a impacté. Ça nous a forcément impacté déjà parce que ça nous a amené à nous faire rentrer la notion de digitalisation dans nos métiers. Donc, je dirais que ça a eu un impact positif et pour le coup, la crise Covid a été ultra positif pour nous parce que ça nous a permis de développer ça. D'avoir le temps, tu veux dire, Exactement. vous poser sur ces sujets-là. Oui. C'est ça. Et après, ça nous a impacté en se dit, où clairement, hein, on s'est posé la question, ok, notre élément différenciant est où? Parce que la question à laquelle répond aujourd'hui les plateformes, les marketplaces, etc., c'est la notion de réactivité où le client organisateur il a besoin rapidement de savoir si on peut lui trouver quelque chose et lui trouver quelque chose qui soit disponible. Donc cette notion de réactivité là, les plateformes, en tout cas sur la notion de visibilité, en donnent. Maintenant, encore une fois, et je On pourra reviens à en l'humain. reparler de ça. Ouais, je reviens Moi, à j'ai un l'humain. avis sur ces sujets-là. Mais je reviens à l'humain, on s'est vite rendu compte que, en fait, mais c'est un peu comme à titre perso, tu vois. Moi, là, je suis en plein dans l'organisation de mon déménagement. Oui, il y a des choses que je peux faire sur mon appli. Par contre, je suis tout le temps assez rassurée d'avoir quelqu'un au bout du téléphone qui va m'expliquer ce que je dois faire ou en tout cas m'assurer que ce que j'ai fait sur l'appli a été bien fait. Donc, je reviens à l'humain. Et en fait, je sais pas si ça répond à tes questions, mais il y a cette dimension de centrale d'achat sur laquelle j'aimerais revenir où en réalité, on a aussi toute la partie, on va dire, pilotage de dépenses, conduite du changement, heu changement des habitudes en fait, au niveau des entreprises que nous on conduit aux côtés des services achats des grands groupes pour aider à centraliser ces dépenses-là via un intermédiaire et donc nous, pour aussi, leur faire bénéficier d'économies, sur coûts, internes Oui, et de cetera. Puisqu'ils visibilité, de pilotage, C'est alors parce que exactement ça. j'imagine que s'il y a un besoin, ça veut dire qu'avant c'était très, artisanal Exactement. et donc quand c'est artisanal, c'est toujours un peu plus trouble. Tout à fait et puis c'est Ouais. surtout que pour la consolidation, il y a plein de choses qui passaient sous les radars, en fait. Quand Oui. tu centralises pas, c'est compliqué de raccorder tes Mmh. petits, quoi. Donc ouais, il y a vraiment cette Donc notion. donc tu dirais que vous, l'arrivée de ces acteurs, la digitalisation et cetera, elle vous a plutôt impacté, en termes d'expérience marque? Ça vous a un peu, remis à niveau en disant, «Il faut qu'on travaille notre proposition de valeur côté marque et donc qu'est-ce qu'on propose?» et il y a donc on va enchaîner là-dessus d'ailleurs. Il y a cette partie, centralisation des achats. On parlait de IME, Finder. Donc le fait qu'ils aient accès à des catalogues, donc c'est pas visible, mais en fait derrière, il y a des plateformes qui sont apparues et vous avez utilisé la tech au service de votre expérience client. Ouais, complètement, tout en gardant vraiment l'humain en C'est ça. priorité et on parle beaucoup des marques et des entreprises, mais en réalité, il y a un troisième niveau d'impact de l'arrivée de ces marketplaces, c'est toute notre valeur ajoutée qu'on a à accompagner les prestataires du marché Mmh. sur plein d'enjeux différents. On parle de la digitalisation et des marketplaces, mais aujourd'hui, c'est même plus trop un sujet. Le sujet, il va être aussi côté RSE, éco-responsabilité, sur des petits acteurs et pas des grands groupes type Accor, etc., qui ont plus de Oui, qui ont des difficultés. ressources. Exactement. On est aussi, c'est pour ça que je te parlais en tout début de tiers de confiance, c'est que on a, pendant 20 ans, nourri notre expertise sur le marché vis-à-vis des fonctions achats dans les grands groupes, mais on a aussi nourri notre expertise vis-à-vis des prestataires du marché, et donc d'avoir ce vrai rôle et d'essayer de réconcilier ces deux univers, si tu veux. Mmh. Et ça a impacté aussi vos outils de travail? Complètement. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est même un beau challenge, en fait, quand tu te digitalises, mais que tu es un mammouth, puisque t'existes depuis 2004. Ouais, il y a un vrai challenge à simplifier Ouais, les et process, la data, complètement. oui.
Puis on a une mine d'or de data puisqu'elle est, elle existe depuis un certain nombre d'années et puis ouais, on très processé. On n'a pas le choix de toute façon. Heu et bah, du coup, parlons-en. Donc là, on se fait un petit zoom sur justement comment vous accompagnez les organisateurs, les marques. Déjà, qui sont vos clients? Alors, essentiellement les grandes entreprises, cotées donc SBF 120. OK. Voilà. On a des clients sous contrat, mais pas que. On a aussi, ce qu'on appelle chez nous des grands comptes. Voilà, c'est vraiment ces entreprises du SBF qui ont une certaine volumétrie de dépenses sur notre marché, en fait. OK. Quand tu dis sous contrat, ça veut dire quoi? On est sous contrat cadre avec un certain nombre d'entreprises. Alors expliquons, parce que je pense que ça va en intéresser beaucoup. Ouais. C'est quoi exactement? Parce que ça fait, ça fait couler de l'encre dans les boîtes mail. C'est quoi un contrat cadre et qu'est-ce que ça veut dire quand une entreprise dit, «Ah bah, je peux pas passer en direct par vous, restaurant, Trucmuche ou hôtel Trucmuche parce que je suis sous contrat cadre avec, IME». En fait, un contrat cadre, c'est une solution pour les entreprises. Enfin, c'est une formalisation, si tu veux, pour les entreprises, qui émane de la volonté de centraliser leurs achats, premièrement, de sécuriser leurs achats, parce qu'en passant par un intermédiaire, si tu veux, c'est un espèce d'entonnoir ou un sablier. Tu as, les dépenses de l'entreprise qui sont centralisées vers quelqu'un sous forme de contrat, donc un intermédiaire et donc centralisation, sécurisation des achats et ensuite il y a toute la partie, accès à une base de données bien plus élargie, mais en ayant, toute la notion de, reporting, heu, visibilité sur les économies qu'on peut leur apporter sur, évidemment toute la partie négociation parce qu'on a une force de frappe beaucoup Oui. plus Donc importante. vous pouvez négocier des tarifs spéciaux pour les clients, Ideal Exactement, Meeting and Events. c'est ça. Mmh. Donc voilà, contrat cadre, c'est ça, c'est en fait entériner le fait qu'une entreprise souhaite centraliser ses achats via un tiers, pour avoir plus de visibilité, pour avoir un meilleur suivi des dépenses et donc pouvoir les optimiser derrière. On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des enjeux de, neutralité, qui ont des enjeux de sobriété, et donc de plus en plus, les directions achats et donc les directions générales ont besoin de savoir ce que font leurs collaborateurs, où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils consomment. Est-ce que c'est pas, complètement à l'encontre de la ligne de conduite de l'entreprise, tu vois? Il y a vraiment cet enjeu-là, de maîtriser un peu plus et d'avoir en tout cas une meilleure visibilité sur, tout cette maille événementielle, quoi. Donc ça, c'est ce dont on parlait, qu'on a répété plusieurs fois, depuis le début de notre conversation sur ce côté, centrale d'achat. Ça fait Exactement, partie d'un de vos services. Un client qui a un contrat avec vous bénéficie, de vos services sur la partie centrale d'achat. c'est ça. Ça veut dire que vous fournissez un outil? Une plateforme? Comment ça se matérialise? Pour, j'ai pas compris, pardon, ta question. Comment se matérialise, cette visibilité qu'ils n'avaient pas? Où Ah! est-ce que, mmh Bah, il y a une première visibilité qui a une visibilité assez simple qui est vraiment, de l'accès à un reporting en ligne. OK, c'est Mais ta derrière plateforme, derrière tu verras à chaque fois, il y a l'humain qui revient vite. Chez nous, on a une équipe, de key account manager qui va, vraiment, déployer déjà aider le service achat à déployer le contrat, ce fameux contrat cadre, donc déployer notre solution au niveau du con de l'entreprise et qui va venir analyser et apporter un peu plus d'humain, donc analyser les niveaux de dépenses, conseiller l'acheteur en lui disant: «Bah, voilà, on voit que, votre niveau de dépenses, il se concentre sur, une région, par exemple. mmh Bah, comment on peut faire pour l'optimiser davantage?» On est vraiment dans le conseil. Le conseil ne se fait pas qu'au niveau de l'organisation d'un événement sur un prestataire, il se fait aussi plus largement côté sur acheteur l'optimisation. sur l'optimisation de sa dépense. Et quand tu parles de déployer, ça veut dire que, est-ce que c'est lié à ces enjeux de communication interne où, il faut que l'ensemble des acheteurs de l'entreprise, qui peuvent être un employé, lambda, soient au courant?
qu'en fait, il faut passer par vous. Exactement. En fait, Ouais. et il y a d'ailleurs un élément sur lequel j'aimerais revenir après et que j'ai oublié de te dire dans le pourquoi du comment, une entreprise fait aussi, un contrat avec un acteur comme OK. nous. OK. Hem, mais du coup, pour répondre à ta question, déjà, au sein d'une entreprise, tu as une direction des achats et tu as Ouais, effectivement autant d'acheteurs, finalement, que d'organisateurs parce que c'est les mini acheteurs, si tu veux. c'est ça. Et en fait, dans une entreprise, tu as différentes fonctions. Nous, aujourd'hui, les fonctions auprès desquelles on est le plus souvent, c'est les assistantes de direction et tout ce qui va être, service communication. Mmh. Mais les assistants de direction, pour le coup, sont assez représentatifs de l'ensemble des services que tu peux retrouver dans une entreprise: RH, finance, commerce, et cetera. Marketing. Marketing, enfin vraiment, tout type, de service. Donc c'est souvent ce réseau-là d'assistantes, avec lesquelles on échange et bah, ces fonctions-là au sein d'une entreprise, elles ont leurs habitudes, parfois même depuis pas 20 ans, mais bien plus, voilà et donc conduire le changement, leur dire: «Bah, maintenant tu vas plus chercher sur Google et passer, 50% de ta journée à» et c'est pas forcément le côté d'ailleurs le plus sympa, plutôt que de passer ce temps-là à chercher et pas faire autre chose, bah, tu vas confier ces recherches-là à quelqu'un dont c'est le métier et puis comme ça, tu vas pouvoir déjà prendre la partie qui te plaît plus sur, l'organisation, la logistique, et Le cetera, choix. le choix et tout ça et puis d'autres activités, liées à ton poste. Donc il y a toute cette conduite et ce changement d'habitude que, l'interne peut mener mais adossé à un tiers, bah, c'est d'autant plus facile. Tu on est vraiment enfin, moi j'aime bien dire qu'on est l'assistante de l'assistante, tu vois? Mmh. Voilà. Ça, c'était, pour, je sais pas si ça répond à ta question Si, d'ailleurs? si et du coup, concrètement, ces assistantes vont avoir un accès à un genre de service en direct où ils passent par leur plateforme, non? Tout, tout Tout. en fait. Ça dépend de l'assistante. Enfin, mais vraiment ça dépend entre toi et Mmh. moi. Tu vas préférer toi être full application mobile. Moi, je vais préférer avoir Que du que du téléphone. téléphone. D'autres vont Ouais. préférer juste s'envoyer et s'échanger des mails. En fait, OK. en réalité et une fois de plus, c'est ma vision et de ce que je vois au quotidien, tu as autant, d'approches que de solutions, ce qu'on appelle l'omnicanalité. Donc vont travailler pour vous de façon très proche 2 métiers, le conseiller et l'account. Exactement. Et qui sont même parfois, chez nous au début en tout cas, la même personne. OK. Voilà, c'est, Comme ça, ils maîtrisent les 2 métiers. tout à fait. OK, très clair. Tu voulais me dire pourquoi l'entreprise fait un contrat, tu voulais préciser quelque chose au fait, de la raison pour laquelle une entreprise rentrait en contrat avec vous? Tout à fait. Alors vraiment là pour le coup, je parle de ce que je connais donc d'Ideal Meetings and Events. On a aussi, un gros volet centralisation, mais administrative et financière. C'est-à-dire OK. qu'on ne répond pas qu'aux enjeux achats d'une marque, on répond aussi aux enjeux financiers. Par exemple, on peut octroyer des facilités financières tout en nous respectant les CGV des prestataires. OK. Exemple, on va accorder un pourcentage d'acompte à nos entreprises clientes qui est moindre que ce qu'on peut nous payer côté prestataire. Donc tu as des OK. facilités de paiement si tu veux et c'est aussi, la raison pour laquelle, on fait appel à nous. Et alors sur le même sujet, est-ce que vous avez une partie un peu sur, l'annulation? Qui va être un peu différente que si on est en direct avec un prestataire? Alors, nous, je t'ai dit au tout début qu'on agissait en tant que mandataire et Oui. en fait, le fait d'agir en tant que mandataire, c'est qu'on transmet en transparence les conditions générales de vente des OK. prestataires. Donc ce sont OK. elles qui s'appliquent. OK. On a un rôle de médiation évidemment, hein, qu'on a bien J'imagine. exercé pendant les différentes crises qu'on a traversées, où quand je te disais on défend les intérêts de chacun parce qu'on veut que le fournisseur, enfin le prestataire s'y retrouve, mais on veut aussi que le client final s'y retrouve et que nous, accessoirement, on s'y retrouve aussi, entre les 2. Mais tu as vraiment, ouais, cet aspect médiation où, on Mmh. accompagne, là-dessus aussi. Je comprends. Donc concrètement, en termes d'expérience un peu plus, toi tu as bien souligné depuis le départ et ça de toute façon, on peut insister parce que je suis d'accord avec toi, on prend un brief client et c'est de l'humain, Ouais, et c'est grâce à la finesse humaine qu'on va pouvoir faire une proposition de valeur intéressante. c'est ça. Donc là-dessus, je me trompe pas sur l'expérience. Donc, comme on a dit, ça peut Complètement. arriver, par différents biais. Il y a de l'email, il y a du téléphone, il y a les plateformes, il y a le site en direct pour les clients qui sont pas en contrat.
voilà. Vous avez plein de canaux. Et comment se passe ensuite le suivi? Parce que vous envoyez votre client chez ABC, ils reçoivent leur. Est-ce que c'est vous qui centralisez tout? Est-ce que le client il va en direct? Est-ce que après vous faites des. Enfin, c'est quoi un peu l'expérience avec Ah, vous? alors, fort de nos 20 ans d'expérience, on s'est bien rendu compte que à chacun son métier. Et j'aime bien dire ça parce que vraiment à chacun son métier. En fait, notre rôle au niveau de l'organisateur, c'est de lui trouver le bon ou les bons prestataires. Mmh. On et d'assembler les bons prestataires pour que ça réponde à son brief de départ. Derrière, les personnes qui sont le mieux placées pour continuer à parler des détails de l'événement, des détails de la prestation, ce sont les prestataires eux-mêmes. Donc nous, on a une grande facilité à rapidement mettre notre client organisateur en relation avec le prestataire. En revanche, on reste aux côtés des 2 parties pour toute la partie administrative en fait plus et financière en disant bah voilà je veux l'organisateur dit je veux rajouter un vidéoprojecteur, très bien, c'est pris en compte par le prestataire. Et puis si le prestataire a envie de facturer un vidéoprojecteur à 1 000 € alors que nous on sait que c'est pas forcément les tarifs, C'est on un va dire peu cher. attention, il y a un petit abus. Donc on est vraiment là en support. Et à l'inverse, il arrive aussi parfois que le prestataire nous demande d'intervenir auprès du client pour être à 2 voix, pour expliquer. Pourquoi il va dire non à quelque chose? Exactement. Ou comme tu disais, dire au prestataire, vous devez facturer des frais d'annulation parce que sinon vous allez souffrir. C'est ça. Et Mmh. on est quand je parlais de conduite du changement côté client et de support, on va dire côté organisateur, bah en fait on a ce même rôle de support côté prestataire pour que une fois de plus que chacun s'y retrouve. Et Mmh. oui, voilà. Et pour faire le suivi, parce que alors moi je l'ai vécu, j'ai été travailler chez vos pure players il y a quelques années maintenant, mais il faut imaginer que, alors, tu vas peut-être nous donner un chiffre plus précis. Combien vous recevez de demandes de briefs par jour Je vais te le compter en en fourchette, je vais te le compter en personnes pour que ce soit en vraiment plus personnes? parlant. Alors Chez combien il y a de nous personnes? chez nous, un conseiller événementiel, il va gérer en moyenne, c'est une moyenne, heu, un peu plus de 600 événements par an. Donc ces Voilà. 600 événements, ils peuvent se confirmer ou pas se confirmer, mais c'est 600 événements par an. Donc après, je te laisse faire le calcul sur 52 semaines, et cetera. Mais on est sur, par personne, une vingtaine de demandes semaine. Mmh. Et honnêtement, c'est de plus en plus parce qu'en plus, bah, comme on digitalise une partie de notre métier, on peut absorber davantage, Plus, oui. plus. Mais ouais, c'est une forte. C'était ça dont je voulais parler parce que je connais les volumes, je sais à quel point c'est important et bah moi tu imagines bien que mon grand credo c'est de leur expliquer que là-dessus il faut s'appuyer sur la tech parce qu'en fait il y a là pour le coup il y a pas besoin d'intelligence humaine pour venir faire des copier-coller de briefs dans un Excel ou autre. Vous avez développé vos propres plateformes pour gérer tout ça. Vous avez Alors c'est la même, hein, c'est le fameux IME Finder qui fait le lien ok. si tu veux. Donc Heu, il y a un côté conseiller et il y a un côté client. oui, mais le conseiller utilise oui et un côté prestataire. OK. Donc il C'est y a trois comment je pourrais dire? accès. 3 vues. Exactement, mais qui sont Différentes. peu ou prou exactement la même, hein, OK. vraiment. Et donc en fait, le client d'ailleurs peut déposer son brief, mais on a toujours une requalification parce que, bah, c'est toujours important Oui. de se parler, tu l'as dit. Et après, nous on aime bien aussi, remettre dans le contexte le prestataire sur le brief, parce que le prestataire peut encore mieux répondre au brief quand il a le contexte. Et après sur le suivi concrètement, bah, il y a des points d'étape qui sont faits. Et derrière nous, on reste souvent dans la boucle de l'échange. On ouvre en fait le champ de la discussion entre le client et le prestataire, et puis on intervient de temps en temps. En transparence, enfin ça se fait bien parce que même si tu as une volumétrie, t'as une notion de lead time, donc tu as des choses qui arrivent mais qui sont pour dans 2, 3, 4 jours. Donc au bout de 2, 3, 4 jours, ce n'est plus un sujet. Puis tu as des choses qui sont un peu plus long-termistes. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de confiance, c'est-à-dire que quand on parle de prestataires partenaires, une fois qu'on leur a mis entre les mains notre client, il y a une vraie relation de confiance. Donc on les laisse aussi
Mmh. suivre et une fois de plus, on agit vraiment en tant que support. Donc il y a un suivi, mais un suivi qui est beaucoup moins fréquent qu'une agence événementielle pour reprendre Oui, bien sûr. notre Heu Et pour finir sur la partie, marque, organisateur, je sais que, aujourd'hui les entreprises, ont des enjeux, ouais. que vous êtes impactés directement par ces enjeux, vu que ce sont, ça va ensuite être des achats qui vont être faits ou pas. Mmh. C'est quoi aujourd'hui, les enjeux auxquels vous devez vous adapter? Alors je t'en ai déjà un petit peu parlé juste Oui, avant, mais tu as vraiment la la notion, transparence, la sobriété et cetera. ouais, tu as vraiment la notion RSE et même Oui. plus loin, tout ce qui va être, rapport ESG et cetera, qui est en train de grossir fortement et qui, au-delà d'être un enjeu, va devenir une obligation dans quelques mois, années. Donc tu as vraiment cette notion RSE, heu, je dirais même en premier. Et en fait, de la RSE va découler, pas mal d'autres enjeux, en fait, souvent RSE, on pense environnement, mais il y a tellement de choses derrière. Mmh. Tu as tout ce qui va être qualité de service, Mmh. qui est vachement important en termes d'enjeux. Je veux m'assurer que le fournisseur que je sélectionne ait une qualité de service importante. Tu as la notion de maillage territorial, qui est d'ailleurs une de nos forces. Maillage territorial, c'est s'assurer qu'on fait marcher le local et donc on a des interlocuteurs en local. Et puis tu as, un enjeu évidemment et toujours d'innovation dans lequel on range la partie digitalisation et puis, plus récemment l'IA. Je dirais que c'est ces 3 choses-là, 3 nouveaux enjeux qu'on voit émerger depuis un petit moment et qui viennent s'additionner à ceux dont je t'ai déjà parlé de, optimisation, de rationalisation, de, et de sécurité, compliance et de Mmh. RGPD Mmh. évident, qui existent depuis toujours, mais qui ont été renforcés notamment par les Oui, crises. dont les règles deviennent de plus en plus, claires. Strict, exactement. Ouais, et donc et tu as nommé aussi tout à l'heure que sur, IME Finder, sur leur catalogue, ils peuvent, demander des filtres par rapport, aux engagements des prestataires et cetera. Donc tout ça pour souligner, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'établissements qui nous écoutent, que c'est des sujets sur lesquels, il faut que vous renseigniez, parce que, vous pouvez bloquer un achat, d'une marque à venir chez vous parce que votre concurrent va être plus avancé sur ces sujets-là que vous. Heu, Exactement. Il voilà. y a une chose importante sur laquelle on est assez rapidement passé sur la sécurité enfin la sécurité où tu as toute la partie santé financière. Nous, c'est un vrai sujet aujourd'hui, évidemment qui est bénéfique parce que les marques vont nous faire confiance là-dessus. Mais nous, par exemple, on vérifie finalement pour le compte de nos entreprises clientes la santé financière de l'ensemble des prestataires qu'on propose. Par exemple, un prestataire en difficulté, c'est un prestataire qu'on va écarter de l'appel d'offres qu'on va lancer. Parce qu'on sait qu'il va pas répondre à un niveau de sécurité demandé par notre client final. Donc c'est des petites choses comme ça, qui ont leur importance. Pareil sur les démarches, RSE et ça on pourra y revenir parce qu'il y a un vrai sujet. Mais un prestataire qui ne mettrait pas en avant sa démarche RSE alors qu'il l'a entreprise, L'absorber. Mmh mh. voilà, bah, ça peut être complètement rédhibitoire pour le client final. Donc tout ça, c'est important de l'avoir en tête pour valoriser aussi, la proposition de valeur des différents prestataires du marché. Mmh. Bah, parlons des prestataires. Avec grand plaisir, parce que Alors! sans prestataire non mais là, j'aime bien revenir à ça, c'est qu'on parle beaucoup de clients finaux et de marques, mais sans prestataire, nous, on n'existe pas. Oui, mais C'est ça important de c'est le dire. là, c'est bien que tu le dises, parce que je sais que parfois il y en a qui l'oublient et tout est concentré sur, le client final, et aux dépens parfois, du partenaire, qui est laissé pour compte. Et ça, c'est aussi un de mes grands, sujets. Bah oui, c'est Eh important. oui, vu que nous, on est vraiment, derrière les établissements, donc on voit plein de choses. Du coup, comment vous sélectionnez un prestataire? Comment est-ce qu'il fait pour, être référencé, IME? Est-ce que vous avez des critères? Alors déjà, chez nous, on parle de 3 niveaux.
Ouais. On a nos partenaires avec qui on est en contrat de partenariat, on y reviendra. OK. On a des fournisseurs qui sont, des prestataires, en fait, qu'on a déjà facturés, soit parce que ça arrive à la demande de notre client, soit, parce qu'on aime bien, travailler et qu'on travaille beaucoup avec eux, mais on n'a pas forcément une volonté de signer un contrat de partenariat avec eux parce que ce serait pas forcément ni avantageux pour eux, ni avantageux pour nous. Et puis on a le reste du marché qu'on appelle prestataire. Mais du coup, en fait, n'importe qui peut être référencé chez nous à partir du moment où il nous donne les prérequis de administratif, siret de sirène, etc. pour qu'on puisse, et c'est la première chose qu'on fait, vérifier sa santé financière. OK. Ça, c'est un des premiers éléments. Et puis derrière, un partenaire d'Ideal Meetings aujourd'hui, ça va être un prestataire de toutes sortes. On n'est pas revenu sur les typologies, mais on pourrait y revenir après. Un prestataire qui offre une prestation événementielle, quelle qu'elle soit, et qui répond à différents critères de réactivité, de qualité de service, de toutes les dimensions dont je viens de te parler, donc qui n'est pas forcément labellisé, c'est un plus, mais qui entreprend une démarche éco-responsable, quelle qu'elle soit, qui va pouvoir, enfin, on a pas mal de critères, mais qui va pouvoir répondre. Je t'ai parlé de réactivité, répondre oui dans les temps. Ça m'échappe. On a différents En critères. gros, réactivité, qualité, engagement. Ouais. Voilà, Oui, hein. satisfaction, qualité. Satisfaction. Engagement, santé financière. Engagement, je parle plus de justement ces démarches Mmh. éco-responsables, RSE, santé financière et satisfaction client. Oui, parce que C'est ça. j'imagine que si un événement se passe mal, ça va pas aller très loin cette histoire. OK. Et on a dans les grandes lignes ce qui fait que un partenaire est partenaire. C'est ça. Et je OK. rajouterais aussi une capacité pour le partenaire à nous octroyer des facilités. En fait, tout ce qu'on vient de se dire là, c'est quand même des facilités pour nous, mais des facilités même parfois financières sur Mmh. la notion de paiement d'acompte, etc., sur des délais courts. Voilà. OK. Super. Justement, c'est comment vous fonctionnez vous avec les partenaires? C'est une commission? Ils payent un abonnement pour être référencés avec vous? C'est quoi un petit peu votre Alors, modèle? en fait, nous, et je précise juste sur la notion de partenaire, la volonté d'IME, d'Ideal Meeting Annuel, ce n'est pas forcément d'avoir 1 milliard de partenaires. Mmh. Parce qu'on a aussi, de notre côté, quand on est partenaire, alors jamais d'engagement de dépenses parce qu'on peut pas le prévoir, mais un engagement de donner de la visibilité, en Donc contrepartie. oui, donc vous Heu, pouvez pas être infini parce que sinon à un moment donné vous seriez saturé. et non, mais c'est surtout qu'en plus, il y aurait aucun avantage pour le partenaire, en Ben l'occurrence, oui, oui, mais d'être ça c'est partenaire. très honnête aussi parce que ça c'est quelque chose qu'on voit chez d'autres acteurs où ils vont faire croire qu'ils peuvent, malgré un certain nombre, de partenaires, apporter, la même visibilité, avoir le même impact business chez tout le monde. Non. Et pour le Il coup, faut ouais, non, mais c'est pas, enfin, je trouve que c'est une forme d'incohérence, mais ce n'est encore une fois que mon humble avis. Mais le t'as mien cette aussi. notion, bah, je suis ravie. T'as cette notion de rendre aussi en visibilité. Ça veut pas dire que, enfin, en fait, il faut pas se mentir. In fine, c'est le client final organisateur qui décide Bien de sûr. ce qu'il veut. Donc voilà, on a évidemment une volonté de mettre en avant nos partenaires, mais si derrière on a aucun partenaire parce qu'on est en défaillance aussi de sourcing sur un segment, enfin une typologie Oui. d'événements, on va sortir de notre catalogue partenaire. Honnêtement, aujourd'hui, le plus souvent, on a dans nos propositions, on a un partenaire voire deux, et puis une contre-proposition d'un fournisseur. Voilà. Mais le partenaire, en tout cas, est gage de garantie sur les éléments qu'on vient de voir. OK. Notre façon, j'en reviens à échanger avec, en fait, les acteurs, enfin les prestataires, ce que tu appelles prestataires, donc qui englobe tout, c'est que naturellement, on va demander une commission, enfin des frais d'intermédiation. Parce OK. que ce qu'on appelle frais d'intermédiation, c'est anciennement ce qu'on pourrait appeler commission d'apporteur d'affaires. Mmh. Mais on n'impose rien en termes de pourcentage parce qu'on a connaissance à la fois de la disparité entre un restaurateur, un traiteur qui a des marges assez faibles et des groupes hôteliers qui sont plus importants. On a aussi connaissance de la chute drastique
des taux de commission qu'on pouvait avoir avant, hein, ou des marges que pouvaient dégager les prestataires du marché avant. Donc, on demande une rémunération pour apporter le lead et derrière, en moyenne, on est sur 7% de commission. OK. Et dans le cas où le prestataire ne veut pas ou peut pas, je pense notamment à des organismes publics, des musées qui ne peuvent pas techniquement octroyer à un apporteur d'affaires une commission. Comme on est transparent, nous, on va jamais pratiquer de markup. Et donc, en transparence, on va dire au client, bah, on pense que ce lieu-là correspond à ce que vous souhaitez parce qu'on n'a rien trouvé dans notre catalogue de partenaires qui pourrait vous correspondre. Par contre, celui-ci, il vaut le coup. Et donc, on va appliquer des frais au client en transparence. Parce qu'on n'est pas une association et donc. Oui. Et d'ailleurs, le client, lui, quand il est en contrat avec vous, il paie aussi quelque chose. Je parle pas du client qui vous envoie juste un brief, mais ceux qui sont en contrat cadre. Alors, pas forcément. La seule chose qu'on valorise, c'est la centralisation administrative et financière parce qu'évidemment. Ok. Donc, pas la centrale d'achat, mais la partie. En fait, la centralisation administrative et financière est dans ta centrale d'achat. Si tu veux, la centrale d'achat, c'est un peu le global, quoi. Donc, est-ce qu'il paie pour IME Finder ou... Non, on n'a pas de notion d'abonnement. Ok. Mais donc ça, je vais un peu trop loin, hein, parce que si j'ai des confrères qui m'écoutent... il paie l'accompagnement. Exactement. On va dire. Ok. Ouais. Plus l'accompagnement est poussé, à ce moment-là, il y a un frais qui arrive. Oui. Et non. Non, c'est pas que je veux pas être transparente, c'est qu'encore une fois, ça dépend. Enfin, c'est vraiment l'accompagnement est personnalisé. Vraiment, nous, on vit sur la rémunération en tant qu'apporteur d'affaires côté fournisseur, mais qu'on plafonne dans le respect du marché. J'ai lu un article récemment que je rejoins complètement. On voit certains de nos confrères pratiquer des commissions et des taux de commission ahurissants. Nous, c'est quelque chose qu'on... Nous, donc, je peux confirmer aussi que je vois des choses quand je vois 25% de commission de certaines plateformes. Bah, je sais qu'ils peuvent faire beaucoup de mal au marché parce que c'est la marge. Ouais, exactement. Voire des fois un peu plus que la marge. Super. Donc, on sait à peu près combien ça coûte de collaborer avec vous. Enfin, de toute façon, j'imagine que c'est mis sur la table dès le départ quand on vous contacte. Alors, si j'ai une question, parce que ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de frustration. Je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Je suis un établissement. J'ai reçu une demande en direct de la société Tartampion. Tartampion me dit je confirme. Et puis après, Tartampion me dit ah, en fait, je veux quand même venir, mais je suis en contrat cadre, je dois passer par mon partenaire Ideal Meeting and Events. Donc, il faut qu'on fasse marche arrière, ce sera pas en direct. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir le fameux frais de commission qui arrive et une frustration de l'acteur qui dit, en fait, moi, j'avais déjà ce deal, pourquoi est-ce que je devrais payer quelque chose? Eh ben, chez Ideal Meeting and Events, ça n'arrive jamais, dans le sens où on a rémunération quand on a fait le travail d'apporter l'affaire. Quand c'est le client qui est en direct, c'est le client qui va payer notre service. C'est ça que j'entendais par centralisation. On va pas demander rémunération au fournisseur alors que nous, on n'a rien à voir avec la choupe. Ok, donc c'est vraiment quand vous amenez un deal qu'il n'avait pas. C'est ça. Super. Il y a des cas de figure où on est... J'aime bien à dire quand on me demande quel est votre plus gros concurrent. Moi, notre plus gros concurrent, c'est le client organisateur lui-même. Faut le savoir. Je pense que les lieux le savent, parce que parfois on reçoit la même demande. Et ben c'est ça. C'est le seul cas où on va pouvoir un peu sortir un peu les coudes et encore que. Mais non, ça n'aurait aucun sens avec tout ce que je viens de te dire avant. Oui, c'est pour ça. Mais pareil, il faut savoir. Je trouve ça bien de l'adresser aujourd'hui dans le sens où quand vous choisissez un partenaire, chers auditeurs, c'est des questions que vous avez le droit de poser et c'est aussi pour vous un critère de sélection de vos partenaires. Choisissez des gens qui ont envie que vous fassiez aussi votre beurre. Mais c'est vachement important. Bien sûr. Et du coup, tu parlais beaucoup d'accompagnement des lieux. Tu parles du fait que vous avez parfois historiquement poussé des établissements à développer leur activité groupée événements. Aujourd'hui,
vous les accompagnez ou vous les poussez dans la bonne direction pour les engagements RSE. Comment vous organisez tout cet accompagnement auprès des partenaires? Alors en fait, nous, ça se traduit vraiment déjà dans l'organisation qu'on a en interne. On a parlé d'account manager et de conseiller événementiel qui constituent notre équipe qu'on va appeler commerciale opérationnelle, si tu veux, donc au contact des marques. Et on a un service à part entière qui est réservé à ce qu'on appelle les relations partenariales, les relations fournisseurs. Et donc c'est une équipe de 5 personnes aujourd'hui qui sont vraiment dans le relationnel. C'est notamment elle qui organise ces fameuses éductours ou visites de quartier pour venir Mmh. découvrir. C'est elles qui, en interne, font la promotion de nos partenaires aussi, Mmh. pour que les équipes derrière puissent en parler plus En parler. facilement. Donc on a vraiment 5 personnes dédiées aux relations prestataires. Et ça, c'est vachement important parce que ça nous permet vraiment de comprendre, enfin, d'avoir compris en tout cas les enjeux de chaque typologie de prestataire qu'on peut avoir. Parce qu'on parle souvent de typologie de prestataire, restaurant versus traiteur versus hôtelier. Et en réalité, il y a aussi une dimension géographique où les problématiques d'acteurs parisiens ne sont absolument pas les mêmes problématiques d'acteurs lyonnais et encore moins d'acteurs bordelais. Mmh. Donc il y a tout cet accompagnement aussi local. Notre équipe est un peu dispersée partout en France, d'être à la proximité de ces acteurs-là et de pouvoir embrasser leurs problématiques et d'essayer de les aider à y répondre. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez des problématiques, enfin, vos partenaires ont des problématiques, récurrentes? Est-ce qu'il y a un peu en ce moment des sujets chauds ou pas spécialement, ça dépend vraiment de plein de facteurs? Honnêtement, il y a je te les donne dans le désordre. Il y a eu beaucoup et il y a encore sur certains acteurs une problématique de main-d'œuvre et donc Oui. qui va directement impacter la qualité de service qui est attendue par l'intermédiaire et par le client final. Donc il y Mmh. a un vrai sujet autour de la qualité de service, Mmh. autour aussi de la méconnaissance de leur concurrence. Ça, c'est assez intéressant de voir ça. Méconnaissance de leur concurrence et du coup difficulté à se différencier. Mmh. Voilà. Et après, il y a toujours l'éternel, là, je parle pour la partie hôtelière, mais en réalité, ça marcherait sur le calendrier de commande. L'éternelle période creuse, période Mmh. forte, Mmh. où bah voilà, c'est de savoir comment je fais, surtout que les cartes sont complètement redistribuées. La saisonnalité 2024, ça fait 10 ans que je suis sur le marché, est complètement vient complètement perturber la saisonnalité qu'on avait avant. On fait des mois qui habituellement étaient très faibles, ultra forts et inversement. Mmh. Donc voilà, c'est aussi s'y retrouver dans tout ça et se dire, je fais un pari de dire, je réserve ces dates-là pour au final me rendre compte 2 semaines avant que bah je vais pas remplir et du coup tu vois, il y a cette notion de remplissage, Mmh. période creuse, période forte. Ça c'est fortement Ouais, et le délai? ouais, Ouais, les ah délais de ouais, demande, qui avant étaient beaucoup plus importants, les qui lead time, aujourd'hui ouais. ont des timings beaucoup plus courts. Et Très encore intéressant ce que tu dis sur la concurrence. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, quand je vous dis d'aller faire des demandes, d'aller visiter les autres, d'aller rencontrer, vos concurrents, mais qui sont aussi, souvent vos partenaires, bah, voilà. et moi, j'aime bien donner l'exemple de Chantilly, la place de Chantilly, parce qu'en réalité, il existe à Chantilly un réel partenariat entre les différents acteurs sur la Mmh. place. Et en fait, on n'est jamais à l'abri quand moi, j'ai rencontré plein de cas de figure où il y a un problématique. Enfin, malheureusement, il y a eu un de nos partenaires à l'époque. Alors, c'est pas sur la place de Chantilly, mais qui a eu un incendie au sein de Ah, son oui, lieu. Il a dû trouver en l'espace de moins de 24 heures bah, de quoi héberger parce que les salles de réunion n'avaient pas été touchées, mais de quoi héberger les clients. les clients, Mmh. bah, sans faire appel à un acteur proche qui est certes concurrent, il aurait jamais pu répondre à la demande du client et ça aurait créé de l'insatisfaction, etc., etc. Donc, il y a un vrai, je pense, euh, ouais, partenariat à créer. Enfin, c'est pour ça que je préfère parler de confrères que de concurrents. C'est qu'en Oui, réalité, de il y a synergie, de exactement. mais nous, on le voit, parce qu'on a la chance de faire se rencontrer nos clients et donc de voir, des relations, naître et on voit des hôtels, se mettre ensemble pour gagner une appel d'offres parce qu'ils sont voisins et qu'en fait, à eux 2, ils gagnent un deal.
Mais c'est qui est ça. très intéressant pour tout le monde. On voit des meeting centers s'associer à des restaurateurs. On voit plein de choses et c'est hyper intéressant. On voit aussi notre client dire on a reçu un super lead, c'est des super clients à moi. Lors de la dernière soirée Booking Check, on avait rencontré un tel, un tel, un tel. Est-ce que je peux avoir leurs coordonnées parce que je pense que ils seront bien pris en charge et donc on peut leur renvoyer le business. Nous, de toute façon, on ne pourra pas les prendre, etc., etc., etc. Donc moi, je suis convaincue qu'il faut se connaître. Et en plus, et les plus grands artistes le disent, on s'inspire toujours de quelqu'un. Donc, Exactement. c'est super. Autant regarder tout ce qui se passe autour et construire ensemble un marché de plus en plus qualitatif. Et j'y Donc, mettrais 2 prérequis, vraiment cette notion de d'éco-responsabilité, qui pour moi englobe vraiment la notion, évidemment environnementale, mais aussi, humaine dans le sens où, faut que je m'intéresse à comment, mon confrère déjà moi, comment je traite mes collaborateurs, comment mon confrère va les traiter. Est-ce qu'on est sur une même ligne de conduite ou est-ce qu'on est complètement aux opposés où là ça crée voilà, donc c'est un premier prérequis, l'éco-responsabilité au sens large et la notion de transparence qui en fait est aussi imbriquée quand je te le dis, je m'en rends compte sur l'éco-responsabilité, mais la notion de transparence, on manque de transparence, il y a beaucoup trop d'opacité dans notre marché, c'est dommage, vraiment. Mais je pense que les clients le savent de plus en plus. Donc, j'aurais tendance à dire que je suis assez optimiste sur ce point-là parce que je Moi trouve aussi. que les clients sont de plus en plus matures et ça oblige ceux qui ne sont pas transparents à le devenir. Il y a un grand virage qui s'est opéré aussi dans le secteur des prestataires, des lieux, etc. C'est que eux aussi ont été touchés par le digital. Et c'est assez récent. Je dirais que c'est encore plus récent que les plateformes d'apporteurs, etc. Ils commencent à s'équiper, ils commencent à quitter leurs Excel, et tant mieux. Et on est content de les aider sur cette partie-là. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, par exemple, sur des marchés hôteliers, ça fait plus de 10 ans que on est en capacité d'avoir des apporteurs comme Booking, Hotel.com, Trivago, j'en passais des meilleurs, qui vont venir envoyer leurs demandes directement dans les outils métiers des hôteliers, parce qu'on imagine bien que si on devait mettre à jour la disponibilité tous les matins sur Booking et les 10 autres sites, et je suis gentille quand je dis 10, les équipes hôtelières ne s'en sortiraient pas. En événementiel, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, c'est des réflexions que vous avez? Est-ce que tu trouves ça intéressant? C'est quoi ton point de vue un peu sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans le partenariat avec les lieux et les prestataires pour, par exemple, pour vous, avoir une tendance de disponibilité beaucoup plus rapidement aussi? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il faut encore demander au cas par cas. Ouais, en fait, ce qui est complexe, contrairement à ce que tu évoques, qui est en fait finalement du B2C, hein, où c'est facile, tu réserves ta chambre et tu payes avec ta carte bleue. En fait, aujourd'hui, on est déjà dans un délai où, enfin, ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien poser cette question-là. Ça veut dire quoi disponible? Est-ce que c'est disponible au moment où on se parle? Parce que on fonctionne beaucoup et historiquement en option et encore Mmh. maintenant en multi-option. C'est-à-dire que un Oui, prestataire peut être demandé par plusieurs. Donc, tout quelle à fait. disponibilité tu affiches? Je Est-ce parle que du fait qu'il y ait pas d'événement confirmé sur la date et que potentiellement vous avez encore une touche. Parce que moi, par exemple, j'ai vécu je reçois sur 50 emails, il y en a 10 où c'est est-ce que sur ces dates, il y a encore de la disponibilité? Donc, moi, commercial, oui, non, oui. mmh, C'est bah ça oui, dont je parle. Le c'est fait ça. aussi que vous avez déjà un brief, que ce brief, il est reçu par mail, donc il est déjà digitalisé dans vos systèmes et que le commercial potentiellement doit le ressaisir manuellement Ah OK. dans un système, que ce soit de l'Excel ou un système ou un logiciel, mais en tout cas, tout ça, ça reste encore très manuel pour eux. Voilà. C'est plus ton avis sur les évolutions possibles et est-ce que c'est des sujets auxquels vous êtes sensibles aujourd'hui? Alors complètement parce que ça faciliterait la vie de tout le monde. Donc je suis assez optimiste pour me dire qu'on peut y arriver, mais je pense qu'on en est encore loin. Et tu vois, je suis en questionnement. J'ai pas d'avis tranché. Je suis en Mmh. questionnement parce que je me dis,
Est-ce que c'est pas se tirer aussi parfois une balle dans le pied pour le prestataire? J'en reviens aux disponibilités. Je reçois le brief directement sur mon outil métier. OK, j'en fais quoi? Est-ce que je privilégie celui-ci plutôt qu'un autre? Enfin, on sait aussi que parfois, t'as du yield, t'as plein de Alors en fait, j'aurais tendance à dire que ça va pas vraiment changer la logique de, est-ce qu'ils vont te dire oui, est-ce qu'ils vont te dire non et comment ils vont gérer le lead. Ils vont simplement ne plus avoir à tout faire manuellement. ouais, Voilà. Parce que ça changera pas, leur, stratégie de remplissage, ça changera pas leur yield et ça changera pas, leur disponibilité. Je veux dire, elle est telle qu'elle est. La photographie va pas changer. Ce qui va changer, c'est plus leur pratique en tant que métier, de dire je vais te donner un autre exemple. Aujourd'hui, ils vont avoir une partie du brief dans un mail, ils vont avoir une partie du brief dans un carnet, et puis ils vont avoir une partie des prestations dans le devis signé. Et ils vont ressaisir tout ça sur un autre document pour faire leur fiche de fonction. ouais, Voilà. Tout ça, la tech l'efface. On arrête ce complètement. genre de pratique ancestrale. Mais ouais, je te rejoins. En fait, d'une manière beaucoup plus micro, nous, on a rencontré à l'époque les mêmes problématiques, hein, sur des tâches, ce qu'on appelle Oui, ultra chronophages, de vous en interne. double saisie. Voilà, exactement. Ouais, Donc, tu vois, ça, ce qui est assez similaire parce que tout à finalement, fait. en plus, de notre côté, comme on est entre les deux, on vit un peu aussi alors pas du tout jusqu'à ce niveau-là, mais de ressaisie, de parfois double, triple, quadruple saisie. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, un premier élément qui est de se dire, en fait, échangeons aussi autour des tables pour se dire quelle est ta problématique et trouvons une solution digital tech, enfin un moyen de connecter en fait nos Mmh. solutions respectives parce que on se confronte aussi à la multitude et de solutions différentes et de se dire comment on les connecte, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis assez convaincue que l'intelligence artificielle qui est en train d'émerger peut nous aider sur toute la chaîne de valeur et notamment intermédiaire plus prestataire et donc sur tout ce que tu viens d'évoquer, à faciliter un certain nombre de choses et à condition que ce soit imbriqué au bon endroit. Donc il y a cette notion de Mmh. connectique qui pour moi on est en train d'y arriver si tu veux. Euh, et si je reprends même, c'est choix de la solution de la part du prestataire. Qu'est-ce que je mets en place en outil interne métier? Ça, c'est la première question. Et en se disant, dans mon choix, il faut que je puisse me dire, je peux facilement connecter ce choix de solution à n'importe quelle autre solution Un canot. technique. Voilà, exactement. Pour moi, il y a vraiment un véritable point d'intention. Et derrière, dans mon process interne, en fait, parce que là, ce dont tu parles, c'est mon process interne de gestion d'un lead qui m'arrive jusqu'à la réalisation de l'événement et même parfois après. Comment je mets un peu d'IA un peu partout. C'est voilà. Mais après, une fois de plus, je reste convaincue que on n'échappera pas à l'humain Non. à un moment Non, de donné. toute façon, il y a c'est pour ça que nous, on en parle beaucoup, c'est quand même, le logiciel étant au cœur de notre activité, avec Booking Check, le digital, c'est un outil, c'est un moyen. C'est comme si on essayait de planter des clous avec les mains. Oui, c'est plus facile avec un marteau. Tout Voilà, à c'est fait. exactement ça. Mais qui va imaginer, qui va faire la décoration d'intérieur ou qui va être l'architecte intérieur d'une pièce pour imaginer une proposition, ça reste humain. On pourra pas avoir un ordinateur qui va avoir cette sensibilité-là. Donc, Mmh. rassurez-vous, vous êtes loin d'être remplacés. Mais oui, c'est ça Mais qu'il faut dire. facilitez-vous la vie. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ouais. Une fois de plus, je te rejoins sur. Mais vraiment cette notion de se dire, ok, le choix que je fais, Mm. enfin, il est efficient d'abord pour moi en interne parce que ça va me permettre de répondre beaucoup mieux à l'externe. Et ensuite, comment je fais pour que facilement on puisse connecter. Ouais. Oui, tout à fait. Il faut d'abord choisir un outil qui couvre ses besoins métiers et ensuite voir comment il se connecte au reste du monde. Mais Exact. encore faut-il que le changement s'opère sur les canaux, parce qu'aujourd'hui, en toute transparence, c'est un sujet, nous, avec les utilisateurs de Booking Check,
qui souvent se sentent délaissés sur ce sujet-là de la part des acteurs du marché, qui ne cherchent pas à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait intégrer les demandes comme aujourd'hui quand vous recevez une demande sur votre site, j'imagine que ça arrive dans un système. Et Ouais. ben le fait que eux aussi puissent avoir ce genre de technologie qui viennent les aider pour que justement ils passent du temps avec votre client à lui expliquer son lieu et ses engagements plutôt qu'à faire du copier-coller. Mais c'est pour ça que je te parlais de moments d'échange, en fait, Ouais, de table. Et j'ai envie de te ouais, dire que c'est sur le sujet dont on parle là, mais c'est sur tous les autres sujets. Moi, je bien suis sûr, convaincue oui, qu'il oui, oui. faut absolument que les Que vos parties partenaires, prenantes, voilà, les ouais. parties prenantes se rencontrent, quoi. Et même Mmh. en allant au-delà, hein, de faire des rencontres. Pour le coup, nous, on le fait. Je fais un peu la pub pour Ideal Meeting and Events en même Ben temps. oui, on est là pour Mais ça. mais on fait des rencontres aussi, clients, enfin marques et prestataires parce que Ah ça super, permet, on est le porte-parole des 2, mais derrière ça permet de connecter aussi, bien sûr. les 2 parties. Donc ça, c'est de plus en plus. Puis il y a pas mal d'associations qui existent aussi dans ce sens, hein, sur notre marché et qui sont, intéressantes de rejoindre aussi. Alors ça demande d'en avoir les moyens, mais, quand on est prestataire fournisseur. Mais ça peut être intéressant aussi d'ouvrir ses chakras et puis de prendre en best practice, en bonne pratique, les choses qui sont faites par ailleurs, qui ont été faites, les choses qui marchent moins bien, et puis de Mmh. partager aussi ces problématiques qui, très souvent, se retrouvent à être les mêmes que Que les autres, que les autres. pairs. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Donc ce sera notre mot de la fin. Rencontrez-vous, partagez vos problèmes et construisons demain. Exactement. Merci beaucoup, Yanis pour cet échange riche, c'était passionnant. Hâte de voir les 20 prochaines années Oui. et puis, bah, j'imagine qu'il va y avoir peut-être une petite fête, pour fêter tout ça donc amusez-vous bien Ouais, il y en a déjà eu une et puis ça continue jusqu'à et la puis fin de ça l'année. continue. Allez hop. À très bientôt. Merci Clémence. De rien. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et d'écouter ce podcast. Si vous aimez ce que vous entendez, j'ai une petite demande à vous faire. Pourriez-vous prendre un instant pour donner une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast? Votre soutien fait une énorme différence et aide ce podcast à être découvert par d'autres personnes. Cela me permet également de continuer à créer du contenu que vous aimez. Et pour ceux qui sont de véritables fans, n'hésitez pas à laisser un petit mot avec vos étoiles. Votre feedback est précieux et me motive à m'améliorer constamment. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode.